À quelles entreprises pouvons-nous faire confiance? À quels outils pouvons-nous faire confiance? Je constate en ce moment une grande division entre les entreprises guidées par une mission et celles qui sont peut-être plus toxiques ou qui ne se soucient pas vraiment des gens. Pour elles, ce ne sont que des actifs et elles peuvent simplement s'en débarrasser et remplacer tout le monde par des robots humanoïdes. Karen Volo, c'est la directrice générale porteuse de joie, d'évolution. Comment éviter que la peur de l'intelligence artificielle n'affaiblisse nos liens humains? Comment pouvons-nous également nous assurer que l'intelligence artificielle annonce plutôt que de remplacer notre humanité et notre travail? Nous sommes dans un système qui est en train de s'effondrer et de brûler en ce moment. Nos anciens systèmes industriels s'effondrent. C'est pourquoi il y a autant de chaos actuellement. Donc, la question et l'opportunité pour nous sont, qu'est-ce que nous voulons construire? Nous devons instaurer la confiance dans nos organisations. Nous devons instaurer la confiance dans la technologie que nous utilisons. Bonjour à tous, mon équipe et moi avons créé des contenus et histoires qui informent, inspirent, responsabilisent et vous apportent une vraie valeur ajoutée. Si ce n'est pas fait, vérifiez que vous êtes abonné. C'est la façon la plus simple de soutenir notre travail et de rester informé de chaque nouvelle publication. Rejoignez-nous dans ce voyage d'apprentissage et de découverte. Et appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute pour nos dernières nouveautés. Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Dinis Guarda, propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, penseurs et acteurs du changement dans un monde bouleversé et inspiré par les technologies, l'intelligence artificielle et bien d'autres éléments. Dans cette série et ces portraits, nous célébrons surtout les acteurs, ceux qui agissent aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir Karen Volo. La principale source de joie est une experte en engagement des employés, en développement organisationnel et auteure à succès. Forte de plus de 20 ans d'expérience avec des entreprises du Fortune 500, elle maîtrise le développement des affaires, la transformation culturelle et la performance. Karen dirige Evolution, qui offre des formations et du conseil en intelligence artificielle pour améliorer performance et culture d'entreprise tout en préservant le lien humain. Evolution figure parmi les 10 meilleures entreprises de développement organisationnel en Europe. Karen est consultante et coach certifiée en intelligence artificielle CIQTM. Elle est reconnue comme leader mondial et experte de l'engagement des employés. Karen est aussi cofondatrice de Atteindre l'avantage intelligence artificielle, un sommet mondial en ligne réunissant des experts en intelligence artificielle et en affaires. Karen est une auteure à succès, notamment de la série Apporter la joie pour enfants, un 352 jours, un voyage inspirant de la prison à la joie en 2015, Engage en 2014 et Rayon de vérité en 2024. Karen a récemment été reconnue dans la 50 femmes d'influence par le magazine Success. Bienvenue à nouveau dans une émission fantastique de podcast sur YouTube. Et aujourd'hui, je suis très enthousiaste parce que je pense que je vais avoir l'une des interviews les plus sensibles et vraiment inspirantes que j'ai faites. Et j'en ai eu beaucoup. Donc, je souhaite la bienvenue dans la série à Karen Volo. Et en guise de préambule, je veux dire, Karen Volo est une femme très spéciale qui a différentes facettes dans son travail. Et plus je parle avec elle, plus je l'admire pour sa volonté personnelle de réussir. Et elle a traversé beaucoup d'épreuves, mais aussi en tant que leader dans le monde de la technologie, du contenu et de la communauté. Surtout alors que nous abordons tout ce qui se passe dans le monde en ce qui concerne la technologie, l'intelligence artificielle et les changements dans la société. C'est l'une des femmes les plus inspirantes que j'ai rencontrées. Donc, juste pour quelques précisions, Karen Volo est la principale porteuse de joie, une experte en engagement des employés et en développement organisationnel, ainsi qu'une auteure à succès. Et son expérience en tant que président-directeur général d'Evolution apporte beaucoup d'expérience qui, à mon avis, est essentielle pour de nombreuses personnes qui nous écoutent partout dans le monde. Nous en discuterons lors de l'entretien, mais je tiens à le souligner d'emblée parce que l'un des défis auxquels j'ai été confronté, même en traitant avec les gens, et j'aime les gens, c'est certain, nous traversons beaucoup de changements, mais je pense que certaines choses sont perçues différemment par chacun.
Et cela crée des éléments fragmentés qui nous amènent à de nombreux niveaux. Alors, sans plus attendre, Karine, c'est merveilleux de vous avoir ici. Merci beaucoup d'être venue. Merci Dinis Guarda et je suis ravie d'être ici avec vous. Nous nous sommes rencontrés récemment et nous avons eu une excellente connexion et nous avons collaboré sur quelques projets. J'attends cela avec impatience également. Très bien, fantastique. Donc, je voudrais commencer par votre parcours personnel. Donc, vous avez, eh bien, je dirais beaucoup d'histoires et vos histoires sont incroyables. Des États-Unis à la Suisse, à la Suède, avec tout ce que vous avez vécu sur le plan personnel. Et nous allons en parler. Mais avant d'aborder certaines de vos expériences, parlons un peu de votre parcours éducatif. Et aussi, je dirais qu'avant les défis et les opportunités que nous avons eus, un peu de qu'est-ce qui a fait votre... J'aime toujours revenir à quand vous aviez 12 ou 13 ans. Et vite, si tu pouvais retourner à l'âge de 12 ans, qu'est-ce que tu te dirais? D'accord, ma vie était un peu comme des montagnes russes, disons-le comme ça. Oh mon Dieu, on ne m'a jamais posé cette question auparavant. Et je me dis juste, oh là là, si la moi de 12 ans savait ce que j'allais traverser, j'aurais eu une peur bleue. Voici ce que je dirais à cette fille de 12 ans, tu t'en sortiras et tout ira bien. Alors tiens bon, et peut-être, tu sais, guide-la un peu plus pour qu'elle ne prenne pas certaines décisions. Mais tout ce qui nous arrive dans la vie arrive pour nous, pas contre nous. J'y crois très fort. Donc, cela nous sort de la mentalité de victime. Et quand on comprend cela, ça nous aide vraiment à nous donner le pouvoir de reformuler toute crise ou tout traumatisme que nous traversons pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce que je crois vraiment. Non, c'est très spécial et tu as traversé beaucoup, beaucoup de choses. Disons-le comme ça, je sais que nous allons en parler ici. Donc, sur tes publications, commençons par ça, car cela concerne certains points. Donc, tu es un entrepreneur en série, tu travailles aussi avec des entreprises du Fortune 500 et en même temps, tu as, je dirais, un fort intérêt pour le développement personnel, le coaching et beaucoup de capacités en leadership. Je pense que c'est quelque chose de très spécial pour tout le monde en ce moment dans le monde. Et en tant que personne qui travaille avec des organisations, tu sais comment gérer les dynamiques organisationnelles, le présent et l'avenir du travail. Tu as aussi ton histoire et je veux commencer par elle car l'une de tes publications l'évoque, donc parlons-en. C'est probablement l'éléphant dans la pièce parce que c'est un sujet très sensible. Tu as vécu 1352 jours, un parcours inspirant de la prison à la joie. Et c'est l'une de tes publications de 2015, il y a 10 ans, donc je veux aborder ce sujet. Je sais que c'est sensible, mais je veux le partager avec notre public. Parce que c'est quelque chose qui, quand je vois des gens se plaindre, je me dis que peu de personnes ont vécu ce que tu as traversé. Et tu as en fait une joie fantastique. Tu t'appelles toi-même chef de la joie, ce qui est très beau. Donc, je veux entendre ton histoire. Et ce sont les histoires qui nous rendent forts et spéciaux. Oui, donc juste pour donner un peu de contexte, je suis moitié suédoise, moitié américaine. J'ai grandi aux États-Unis et suis née au Mexique. Et en 2000, j'ai déménagé en Suède parce que mon premier mari avait été condamné pour fraude. J'ai radicalement changé de vie. J'ai déménagé en Suède pour rejoindre ma mère avec mes deux petites filles. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur lui, j'ai découvert qu'il m'avait menti sur tout depuis le premier jour. J'étais sous le choc. J'ai vécu une dissonance cognitive sans le savoir et je me suis évanouie. Et c'était juste comme, waouh, à qui étais-je mariée? J'ai tout secoué, balayé sous le tapis, sans gérer la situation. Et simplement parce que je devais, tu sais, soutenir mes petites filles et recommencer ma vie à zéro. Je l'ai donc fait et suis retournée au recrutement de cadres, ma carrière aux États-Unis. Et puis, en 2006, j'étais à un moment où j'étais prête à ouvrir et à franchiser mon cabinet de recrutement de cadres dans toute l'Europe. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Je demande souvent, vous souvenez-vous d'un moment où tout allait bien, où vous étiez dans le flot? C'était vraiment waouh. Tout était fabuleux à cette époque, en mars 2006. Et puis, après une semaine entière à travailler avec un mentor en affaires à San Diego, en Californie, John Assaraf, j'étais au sommet du monde à l'aéroport, attendant de monter dans l'avion pour rentrer en Suède. On m'a tapoté l'épaule, je me suis retournée. Et il y avait deux marshals américains et ils ont prononcé 7 mots qui ont complètement bouleversé ma vie en un instant. C'était « Nous avons un mandat pour votre arrestation ». Ils m'ont donc interpellée. Sous le choc, j'ai entendu le nom de mon premier mari et pensé « Oh non ».
Et ce qui s'était passé, c'est qu'il avait utilisé mon nom parce que je suis née au Mexique, dans le cadre de ses affaires au Mexique. Et donc, ils allaient essayer de m'extrader vers le Mexique. Donc, je suis restée dans une prison de haute sécurité au centre-ville de San Diego pendant 1352 jours. D'où le titre de mon livre, qui correspond à presque 4 ans, et j'ai essayé de survivre à cette histoire cauchemardesque. Et en gros, je me battais, vous savez, contre cette extradition. Lorsque l'affaire a enfin été présentée à un juge au Mexique, il l'a classée, affirmant qu'il n'aurait jamais dû y avoir de poursuite pénale. Et c'était, vous savez, une période folle. Donc pendant ces 4 années, ou presque 4 ans, je vivais au jour le jour, dans une incertitude totale, une peur totale. Surtout au début, parce que vous êtes assise dans une prison de haute sécurité et vous ne savez pas quel genre de personne vous allez rencontrer. J'avais peur de me faire violer, j'avais peur de me faire tabasser, j'avais peur de toutes ces choses, n'est-ce pas? Avec le temps, vous durcissez, j'ai pris un peu l'allure de la prison. Et je veux dire, je rencontrais toutes ces personnes. Et c'était fascinant pour moi parce qu'avec le temps, je me suis lancée dans un profond voyage spirituel pour moi-même, essayant de gérer toute cette situation. Mais j'ai rencontré tellement de personnes et entendu tant d'histoires de gens que je n'aurais jamais croisé dans ma vie. Donc, en fait, j'ai un peu commencé à en faire une étude des gens. Et avec le temps, tu sais, j'ai trouvé des moyens de survivre dans cet environnement très sombre. J'avais juste cette vision, cet espoir, ce rêve sur lequel je voulais me concentrer. Quand la peur dominait, je me concentrais sur l'amour de ma famille, de mes filles, et sur le retour à la maison pour être maman. Et à la fin, c'est exactement ce qui s'est passé. Toutes les charges contre moi ont été complètement abandonnées. J'ai été libérée et j'ai pu rentrer chez moi, en Suède. Et cela m'a lancée dans un parcours de presque 2 ans, en revenant, à essayer de comprendre qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. Je n'arrive pas à comprendre. Et je veux dire, je faisais vraiment une profonde introspection. Et j'essayais de guérir de ce traumatisme, de redevenir maman et d'être avec mes filles. C'est durant cette période, alors que je faisais un important travail intérieur, que j'ai découvert mon but. Et il y a une chose que je vais juste mentionner ici. Pendant ces 4 années, j'ai en fait fini par écrire des livres pour enfants, pour mes filles, et c'était une série de livres intitulés « Apporter la joie ». Donc, il y avait en quelque sorte ce fil rouge qui traversait ma vie. Donc, quand je suis rentrée à la maison et que j'ai commencé à travailler sur le sens de ma vie, j'essayais juste de comprendre, vous savez pourquoi je suis ici. Et je savais au fond de moi que je ne pouvais pas retourner dans le recrutement de cadres parce que je sentais que si je faisais ça, quelque chose en moi mourrait. Je savais que je devais utiliser cette expérience d'une manière qui aiderait les gens. Je connaissais tous ces outils car je les avais testés un à un. J'ai travaillé avec de nombreuses choses qui m'ont aidé durant cette période sombre de ma vie. J'ai donc écrit un livre intitulé Engage, qui a vraiment été le catalyseur pour débuter mon travail actuel. Je m'arrête ici pour l'instant, il reste beaucoup à dire sur ce parcours. Mais oui, c'était une période folle, mais ça aurait été un catalyseur pour que je trouve ma voie, que je comprenne cela, puis que je commence ce parcours. Eh bien, tout d'abord, je pense que quand on entend une histoire comme celle-là, on reste un peu sans voix. Mais en même temps, bah, ça montre ta force, ta capacité, parce que tu as passé 4 ans à payer pour quelque chose, tu n'as rien fait. Et bien sûr, c'était 4 ans de ta vie et tu avais aussi des enfants. Donc, je veux juste aborder ce point. Pendant ces 4 années, et je comprends à quel point cela impacte tout, notre dignité personnelle, votre santé personnelle, votre santé mentale, votre bien-être, ainsi que votre sécurité. En tant que mère, soudain, vous passez 4 ans sans voir vos enfants et bien d'autres choses. Donc, et aussi, dans votre cas, on parle du fait que c'était en fait votre ex-mari. Donc, c'est plus sensible parce que vous aviez quelqu'un dans votre vie qui a en partie détruit votre vie. Je voulais, bien sûr, c'est assez personnel, mais je dois poser la question. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, hein, surtout dans un monde où il y a tellement de couches, et bien sûr, tout le monde entend parler des faux et de la façon dont les gens peuvent faire des choses pas très jolies, mais là, c'est un autre niveau. Donc, je voulais juste aborder ce point. Par exemple, tu as dit que tu avais traversé un parcours spirituel, donc en parlant avec tes propres mots, et tu as aussi dit que cela avait changé. Tu as sûrement rencontré beaucoup de personnes qui ont changé en 4 ans. Voyons du côté de la famille, j'aime observer cela. Même si ce n'est pas le cas, ce podcast sur la technologie et les affaires m'amène à aborder l'aspect personnel. Parce que je pense que c'est très important, cette résilience que tu as, je pense qu'elle est unique pour toute personne qui nous écoute. Je suis certain que peu l'ont vécu, surtout dans mon audience.
mais aussi cela montre ta joie et ton amour de la vie. Donc, je veux juste pour, surtout, comment fais-tu personnellement pour faire face? Parce que je pense que je suis curieux de l'entendre, bien sûr, seulement ce que tu veux partager. Et deuxièmement, comment as-tu gardé ta résilience psychologique et aussi émotionnelle? Parce que ce n'est pas rien, et surtout pour quelqu'un qui a très bien réussi dans le monde de l'entreprise. Oui, tu sais, quand tu traverses des périodes vraiment sombres, ça peut te briser ou tu peux faire un choix. Et pour moi, c'était vraiment de faire le choix numéro un, de simplement traverser chaque journée. Et oui, absolument. Et il y a eu des jours très sombres, des jours difficiles, des jours où, tu sais, j'ai pleuré, mais tu ne pouvais pas vraiment montrer que tu pleurais. Alors, tu te caches sous les draps, tu fais semblant de dormir et tu restes là à pleurer. Beaucoup de choses se sont passées, mais j'ai pris chaque jour comme il venait. J'ai reçu beaucoup de soutien de personnes intéressantes qui sont entrées dans ma vie et m'ont beaucoup aidé. Par exemple, il y avait une personne qui m'envoyait tous ses livres. Et je veux dire, je lisais littéralement 2 ou 3 livres différents par jour pour varier mes journées, car c'était un environnement très monotone. Je pratiquais le yoga, l'ai appris seule, puis commencé à l'enseigner. Donc, je veux dire, ça m'a beaucoup aidé pour bouger mon corps, mieux dormir et ce genre de choses. Et je pense, oui, c'était juste ça. J'ai tellement appris en essayant de faire face dans cet environnement vraiment, vraiment sombre. Et vous savez, Anna, il y a ce concept qu'on appelle le leadership de service. Et au début, quand on traverse quelque chose, on a cette mentalité de victime. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Et je me blâmais beaucoup. Comment ai-je pu être aussi stupide pour tomber amoureuse de cet homme? Pourquoi je n'ai pas vu ça? Vous voyez? Je me disais, je suis une femme intelligente. Pourquoi je n'ai rien vu? Et beaucoup de femmes m'ont dit avoir vécu la même chose. À l'époque, on ne parlait pas de manipulation mentale ou de narcissisme. Le mien était en fait un psychopathe. Mais bon, c'était juste, tu sais, toutes ces choses-là. Donc j'apprenais simplement à faire face au jour le jour. J'ai lu de nombreux textes spirituels, dont la Bible et un cours en miracle 2 fois, ainsi que le I Ching et le Coran. Je veux dire tout. J'ai commencé à voir des schémas que j'avais déjà souvent remarqués dans ma vie. Oui, ce genre de choses peut vraiment te rendre résilient. C'est une leçon que j'ai apprise et que d'autres peuvent retenir. La qualité des questions que tu poses, qu'elle va déterminer le genre de vie que tu vas mener. Donc au début, je me posais des questions très dévalorisantes comme pourquoi ça m'arrive à moi et comment ai-je pu être aussi stupide? Et tu sais, il y avait beaucoup de colère, de frustration, de dépression et toutes ces choses-là. Et j'ai vraiment dû travailler sur mon état émotionnel pour sortir de là et essayer d'adopter un état d'esprit plus positif d'une manière ou d'une autre. Donc j'avais vraiment un choix à faire entre l'amour et la peur. Et chaque fois que la peur prenait le dessus, j'arrêtais simplement mon cerveau et je me disais non, ce n'est pas ce que je veux. Et je me concentrais sur ma vision, tu sais, celle de rentrer à la maison. Les charges sont abandonnées. Je suis avec mes enfants. Nos questions peuvent nous affaiblir ou nous renforcer. Comme je l'ai dit, les choses nous arrivent ou arrivent pour nous. J'ai donc commencé à me demander pourquoi cela m'arrive-t-il pour moi? Comment puis-je aider quelqu'un d'autre? Que puis-je faire pour servir? Et j'ai commencé à me sentir mieux littéralement en changeant ces questions, parce que j'en ai fait, je l'ai reformulé comme une sorte d'étude psychologique des gens. Et oui, je pense que ces questions m'aident à retrouver mon propre pouvoir. Si tu te poses des questions qui t'enlèvent ton pouvoir, comme pourquoi ça m'arrive à moi, tu perds confiance. Le monde semble horrible et effrayant. Que se passe-t-il? Comment changer de perspective et se demander pourquoi cela m'arrive-t-il? Chercher les leçons à en tirer. Et quand tu fais ça, ta physiologie change. J'ai étudié beaucoup de neurosciences, après coup maintenant, au cours de la dernière décennie. Et tu sais, c'est fascinant de voir à quel point nous avons du pouvoir en nous, mais que nous ne savons pas vraiment comment exploiter. Donc je vais m'arrêter là. Je sais que ça fait beaucoup, non? Non, c'est très spécial et essentiel car je pense que nous sommes ce que tu viens de dire, le dialogue intérieur que tu as eu avec toi-même et la façon dont tu poses des questions, la manière dont tu utilises ces questions pour reformuler ta vie et le défi que tu traverses. C'est en fait très intéressant parce que nous sommes confrontés à la technologie, donc quand nous faisons face à un monde du travail qui est complètement bouleversé, parce que, par exemple, pendant que nous parlons, nous allons probablement connaître la plus grande perturbation du travail de toute l'histoire, surtout pour des gens comme nous, et c'est encore pire pour le reste des personnes qui n'ont même pas cela. Je veux juste poser une question. En tant que mère, vous avez eu des enfants, n'est-ce pas? C'est très violent, surtout parce que je sais que vous êtes une excellente mère et que vous avez écrit les livres pour vos enfants aussi, donc c'est très spécial.
Comment avez-vous géré cela, sachant que beaucoup de gens, surtout dans les affaires, y sont confrontés? 90% du succès en affaires, probablement 99%, c'est la capacité à être résilient et la capacité à persévérer indépendamment des défis. Beaucoup abandonnent, peu sont entrepreneurs. Là, ils travaillent pour autrui car ils craignent de sortir de leur zone de confort et de contrôler leur vie. Donc, ton histoire est une histoire fantastique. D'abord parce que tu as traversé tout ça et que tu t'en es sorti. Tu étais totalement innocent. Tu n'as rien fait sauf peut-être épouser la mauvaise personne. Donc, en plus, ces enfants étaient les siens. Donc, c'est probablement encore plus complexe pour toi parce que tu devras toujours vivre avec ça. Je voulais juste évoquer ce point car je sais qu'on discutera plus de ton activité humaine. Mais je pense que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent. Et je pense toujours à la gratitude et au développement personnel ainsi qu'à la résilience. Je transmets toujours cela à mon équipe, surtout aux jeunes, car beaucoup abandonnent. Et la plupart des gens veulent qu'on leur dise quoi faire. Avec l'intelligence artificielle, cela sera amplifié des millions de fois et bouleversera tout à un autre niveau. Donc, je veux juste aborder cela sur un plan personnel. Oui, vous savez, quand c'est arrivé pour la première fois, j'ai vraiment senti quelque chose se fermer dans mon cœur parce que c'était trop douloureux. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais je n'arrivais pas à gérer ni ressentir cette douleur. Quelque chose s'est fermé en moi pour me protéger dans cet environnement, quelques années après le début de cette expérience et de ce cauchemar. J'approchais du deuxième Noël, loin de mes filles, et j'étais dévastée parce que je me disais, quelle sorte de mère reste loin de ses enfants pour Noël? Et j'avais tellement mal. Et vraiment, j'ai littéralement prié en disant, je ne peux pas supporter ça. Ça fait trop mal. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vais-je traverser ça? À ce moment, j'ai ressenti une expérience viscérale, la douleur quittant mon cœur. Je ne peux l'expliquer autrement que par l'aide de quelque chose d'en haut qui m'a permis de traverser cela. Et je suis arrivée à un point où j'ai atteint l'acceptation et l'abandon. J'ai dit, il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Vous savez, parfois, on ne peut pas contrôler ces circonstances extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler? La façon dont on réagit aux choses. Et avec l'aide de, vous savez, ces prières, j'ai réussi à traverser cette épreuve et j'ai senti la douleur s'en aller et j'ai surmonté cette période. Et c'était vraiment une expérience très profonde et j'ai vécu beaucoup d'expériences profondes pendant que j'étais là-bas. Donc oui, vous savez, si ça ne vous brise pas, ça vous rendra beaucoup plus forte. C'est pourquoi je me considère experte en résilience, grâce à mes expériences de vie. Donc, vous savez, et je sais que tout le monde a des traumatismes que nous traversons. Et le problème, c'est que on les balaie sous le tapis. Et si vous ne le gérez pas, en fait, ça reste au niveau cellulaire. Donc, je peux en parler beaucoup parce que j'ai écrit le livre, j'ai suivi une thérapie approfondie. J'ai raconté cette histoire encore et encore, au point où je peux la raconter sans pleurer. Donc, vous savez, je l'ai vraiment assimilée. Nous devons tous agir ainsi. Je pense qu'en ce moment, le monde évolue beaucoup. Il y a de nombreux changements et des événements partout. Et je pense que cela met en lumière les traumatismes que les gens ont vécus dans leur vie, comme que vous. Il est temps de l'affronter, de ressentir ces émotions et d'alléger notre fardeau. C'est ce que je ressens vraiment en ce moment. Donc, Non, c'est très spécial. Et merci de partager ces choses si spéciales avec nous parce que, eh bien, je me sens inspiré. Et bien sûr, mon respect pour toi ne cesse de grandir. Mais aussi, c'est un cas que je veux partager avec tous ceux qui nous écoutent parce que je rencontre tellement de gens qui se plaignent toujours. Ils traversent toujours des difficultés. Et je suis sûr qu'ils n'ont probablement même pas 1% ou même 1% du stress qu'il a traversé. oh, et laissez-moi juste ajouter une chose de plus, parce que vous avez mentionné la gratitude, et je voulais le dire plus tôt, mais la gratitude est un super pouvoir. C'était définitivement l'une des choses avec lesquelles j'ai travaillé. Vous savez, mon deuxième mari à l'époque, il s'occupait de mes filles, et il pensait à la gratitude chaque soir, et il trouvait 3 choses pour lesquelles ils étaient reconnaissants chaque soir. Et je faisais la même chose. Donc, c'était l'une de ces choses qui a permis à notre famille de rester unie à ce moment-là. Et puis, depuis, j'ai travaillé intensément avec la gratitude. Je comprends les bases neuroscientifiques de la gratitude. Pourquoi c'est un outil si puissant et simplement partager de la gratitude, y penser, c'est vraiment puissant. L'écrire est encore plus puissant. En fait, j'anime des groupes de gratitude où j'ai, tu sais, différents groupes de personnes et nous partageons notre gratitude les uns avec les autres. Et les jours où tu as du mal à trouver quelque chose pour lequel tu es reconnaissant, lire la gratitude de quelqu'un peut te faire penser « Ah oui, je peux être reconnaissante pour ça ». Ça aide. Il y a donc plusieurs dimensions.
Encore une fois, la gratitude. Utilise-la comme un outil, quelle que soit ta façon de faire, car pour moi, c'en est un. Cela peut vraiment transformer la vie des gens. Non, c'est très spécial. Donc, à partir de cet épisode, qui est comme, je dirais, une parenthèse dans ta vie parce que tu as eu une carrière vraiment fantastique. Ensuite, il y a eu cet épisode et tu es revenu. Parle-nous de ce retour. Et bien sûr, parle-nous de la façon dont tu es passé du fait d'être blanchi d'une chose que tu n'avais pas faite, mais d'avoir passé. C'est comme si ta vie avait été mise en pause pendant 4 ans avec un stress énorme. Et ensuite, tu es redevenu pour la plupart une personnalité internationale fantastique. Et je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de travail pour reconstruire ta réputation, expliquer aux gens ce que tu as traversé avec tes filles, avec beaucoup de choses. Je veux voir comment nous avons évolué après cette expérience. Puis tu as reconstruit ta carrière, ce qui est incroyable, et l'impact que tu as ainsi que la communauté que tu diriges à l'international. J'ai toujours su que j'écrirais une histoire personnelle, mais je ne pouvais pas le faire à l'époque car j'ignorais la fin. À mon retour chez moi, j'ai rédigé 2 brouillons de mon histoire, mais j'ai finalement écrit un livre sur le business. Toute une histoire entoure ce choix. Je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai écrit un livre sur le Business Engage, publié en 2012. Cela a vraiment marqué un tournant pour l'entreprise. Parce que je savais, quand je suis rentrée chez moi, après avoir suivi toute la thérapie et avoir trouvé mon but et tout ça, que j'étais destinée à faire quelque chose de plus grand avec tout ce que j'avais appris et que j'avais besoin de toucher les gens. Et donc, quand le livre Engage est sorti, il portait sur la culture et comment créer un environnement que vous aimez et appréciez et travailler sur l'engagement et le changement de comportement. J'ai ainsi pu utiliser de nombreuses connaissances acquises dans ce livre, d'une manière qui pourrait avoir un impact sur les gens sur leur lieu de travail. Et je dis souvent que lorsque vous écrivez un livre, cela ouvre des portes dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Donc, je n'avais pas prévu de devenir conférencière, même si j'avais étudié la communication orale à l'université. Je me disais, je ne monterai jamais sur scène, je ne veux pas faire ça. Et puis, quand je suis revenue, c'était comme si j'étais complètement guidée par un but. Et pour moi, comme j'étais tellement motivée à apporter de la joie aux gens, j'ai fait tout ce que je devais faire pour faire passer le message. Et c'est ce qui m'a menée à une carrière de conférencière. Et puis, cela m'a amené à créer des formations de certification sur l'engagement culturel et à chercher des moyens de diffuser ce message autant que possible. Et puis, pendant ces années-là, et puis mon autobiographie est sortie en 2015, donc c'est à ce moment-là que ce livre est paru. Et puis voilà. J'ai ressenti comme un petit changement de direction parce que tout à coup, je parlais énormément de mon histoire personnelle, mais les gens étaient très intéressés par cela. J'ai finalement fait de la télévision et tout ça. Encore une fois, comme j'étais guidée par un objectif, je voulais que le message soit diffusé et atteigne les gens. Et ensuite, avec le travail culturel que je faisais, cela m'a amené à me concentrer sur la confiance. Et vous savez, pour moi, l'ironie ne m'échappe pas. J'ai été naïve en faisant confiance aux mauvaises personnes. Vous savez, très tôt dans la vie, et donc que je finisse par enseigner la confiance, c'est comme si ça avait du sens. C'est sans doute une de mes grandes leçons de vie. Oui, je me suis lancée et j'ai obtenu une certification en intelligence conversationnelle basée sur les neurosciences. Puis j'ai enseigné la confiance aux dirigeants. C'était très intéressant, car cette formation sur la confiance que je donnais transcendait toutes les différences culturelles. Par exemple, avec les pays, nous sommes tous des êtres humains, câblés pareils selon les neurosciences. Quand les gens apprennent cela, ils changent en réalisant « Oh, je peux prendre ». Vous voyez ? Si vous comprenez comment fonctionne votre corps d'un point de vue neurochimique, vous pouvez avoir de meilleures conversations, vous pouvez mieux vous connecter aux gens, vous construisez ce niveau de confiance. Et donc, c'était vraiment transformateur de voir à quel point cela pouvait avoir un impact sur les gens. Non, oui. Très spécial. Donc, sur toute cette partie. Donc, tout d'abord, créer sa propre entreprise et se reconstruire. Alors, regardons maintenant votre présent. J'ai encore quelques questions à ce sujet que je traite aussi, donc je vous remercie. Alors, regardons votre carrière. Donc, depuis ce moment-là, vous étudiez ce que vous venez de mentionner. Vous avez obtenu toutes ces choses, vous avez lancé vos entreprises et vous avez créé une quantité incroyable de choses. Alors, parlez-nous de cette carrière, parce que bien sûr, nous parlons seulement du traumatisme, mais c'est aussi pour les personnes qui nous écoutent.
Vous travaillez sur l'étude de cas de D.Z Park en guidant 320 employés répartis dans 15 pays à travers un programme d'intelligence conversationnelle en ligne de 6 semaines. C'est une étude de cas très intéressante. Vous êtes le président directeur général de LOSHIN. Vous êtes consultant certifié en intelligence artificielle et coach CIQ certifié. Et vous êtes un leader mondial dans le domaine de l'engagement des employés. Voici quelques-unes de vos réalisations. Et vous êtes aussi le cofondateur de Atteindre l'avantage intelligence artificielle. Alors, parcourons ces projets, car chacun d'eux pourrait probablement faire l'objet d'un podcast à lui seul. Allons-y, au moins pour ceux qui nous écoutent. Ils ne connaissent pas ces projets pour en savoir un peu sur chacun d'eux. Oui, donc, laissez-moi reprendre le fil, c'est assez chronologique. Je travaillais intensément sur la confiance avec des équipes dirigeantes et des managers, tout en lançant votre formation sur le facteur de confiance. Puis, le COVID est arrivé. Heureusement, je travaillais alors avec un grand cabinet de conseil et faisais beaucoup en ligne. J'ai rapidement réorienté l'entreprise car nous faisions déjà des activités en ligne. Ensuite, cela a été très intéressant. EasyPark a été un client très important pour nous. Parce que c'était la première fois que les gens ne pouvaient pas se rencontrer en personne et ils avaient toujours ce lancement annuel. Ils ne pouvaient pas se réunir. Alors nous avons décidé, faisons simplement suivre cette formation sur la confiance à tout le monde, pourquoi pas. Vous savez, on peut tout faire en ligne et tout le monde avait l'habitude de faire ce genre de choses. C'était la première fois que j'animais ma formation sur la confiance devant toute l'entreprise. Et ça m'a vraiment surprise de voir à quel point cela a eu un impact sur toute la culture de l'entreprise. Parce qu'avant ça, c'était toujours avec les dirigeants. Mais quand les gens ont commencé à apprendre ces outils ensemble, en groupe, cela a transformé toute la culture. Le dialogue, le vocabulaire et les outils sont profondément ancrés dans la culture. Cela a vraiment préparé l'entreprise à tripler de taille l'année suivante. Tout se passait bien. Les années COVID ont été positives pour moi car je travaillais déjà en ligne, donc l'adaptation a été rapide pour mon entreprise. Et puis, malheureusement, en janvier 2023, on m'a diagnostiqué un cancer de stade 4. Et c'était, 11 entreprises avaient mis des projets en pause à l'automne. 2022 disant, on travaillera avec vous l'année prochaine. Et puis, je ne pouvais plus travailler, donc j'ai dû tout arrêter pendant 6 mois et je suis repartie dans un grand voyage intérieur. Et pour moi, c'était comme, d'accord, j'ai fait 4 ans de prison, je peux faire 6 mois de chimio et traverser tout ça. Et donc, je l'ai fait. Et j'ai aussi vécu beaucoup d'expériences profondes pendant toute cette période. Mais bon, on n'entrera pas dans les détails ici. Mais en gros, c'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle est devenue virale et j'ai tout raté. Donc, je ne savais rien sur l'intelligence artificielle. J'ai fini la chimio, traversé tout cela, puis commencé à reconstruire mon corps et ma forme physique. Je n'avais jamais eu de problème ou de maladie physique. Il y avait donc de nombreuses raisons pour lesquelles cela m'est arrivé. Pas contre moi, et j'ai pu l'accepter. Et ensuite, en sortant de cela, j'ai commencé à étudier l'intelligence artificielle. Au début, j'avais peur et je me demandais, sommes-nous prêts? Que va-t-il arriver au monde? Vous savez, et j'avais beaucoup de réserves et d'hésitations à propos de l'intelligence artificielle. En l'étudiant et en suivant quelques cours, j'ai compris, cela va tout changer partout dans le monde. Nous sommes en plein dans un changement de paradigme massif. C'est le début de tout cela. Et donc, j'ai fini par me lancer dans une formation de certification approfondie et j'ai obtenu 3 certifications. Consultation en intelligence artificielle, mise en œuvre de l'intelligence artificielle et sciences des données, des domaines que je n'aurais jamais pensé étudier, mais maintenant j'ai une bonne compréhension approfondie de l'intelligence artificielle. Et j'ai réalisé que je pouvais utiliser cela dans le travail sur la culture et sur la confiance, parce que ces 3 domaines sont vraiment essentiels lorsqu'on travaille au niveau organisationnel. Et chaque fois que je travaille avec quelqu'un, on commence toujours au niveau individuel, personnel, puis on regarde les équipes et ensuite les organisations. Et ensuite, on peut aller encore plus loin, et je pense que c'est là que ton travail est si beau, Dinesh, parce que tu vas jusqu'à la société et à l'humanité, tu vois. Donc, il s'agit simplement de donner aux gens les moyens avec des outils qu'ils peuvent utiliser. L'intelligence artificielle n'est qu'une chose de plus. Ce qui me fascine, c'est qu'en me concentrant sur la culture au fil des années, tout s'est résumé à cela. Un haut niveau de confiance est la base de toute culture ou entreprise. Avec une base de confiance solide, on peut tout bâtir. J'observe cela aussi avec la technologie et l'intelligence artificielle. Vous savez, à quelles entreprises pouvons-nous faire confiance? À quels outils pouvons-nous faire confiance? Et vous savez, je regarde beaucoup les valeurs des entreprises qui lancent toutes ces nouvelles choses et outils liés à l'intelligence artificielle.
Et c'est comme, d'accord, vous savez, et je suis vraiment une grande partisane de la confiance dans la technologie. Enfin, vous avez évoqué le sommet, atteindre l'avantage de l'intelligence artificielle. J'ai organisé cela en septembre dernier, il y a un mois, en 2025, et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Nous vous avons invité à notre sommet. C'était génial. Pour moi, ça a été un moment clé. Je souhaite me concentrer sur le soutien aux dirigeantes, partageant ces valeurs d'utiliser l'intelligence artificielle, les affaires et la technologie pour le bien. Félicitations, ta communauté est dynamique et composée de bonnes personnes. Un bel accomplissement vu tout ce que tu as traversé. Alors, une question parce que tu as tes problèmes de santé, et bien sûr, le cancer n'est pas une petite chose. C'était il y a seulement 2 ans. Donc, en 2 ans aussi, tu sembles en très bonne santé. J'espère que ça va. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait? La chimio, c'est très dur. J'ai des amis et proches qui l'ont vécu. Donc, c'est eh bien, très éprouvant parce que tu sais, c'est ta vie qui est en jeu et ça affecte beaucoup de choses physiquement et émotionnellement. C'était une seconde épreuve qui t'a rendu plus résilient, mais tu as poursuivi ce processus de 2 ans. Tu t'es réinventé en te lançant dans l'intelligence artificielle et en travaillant avec des dirigeants. C'est une vraie leçon de résilience que tout le monde devrait observer. Mais je veux passer de la théorie à la pratique. Par exemple, pendant le processus de chimiothérapie, comme je l'ai dit, vous collaborez avec de grandes multinationales et de nombreuses personnes dans le monde entier, et aussi des cultures qui perçoivent différemment les choses. Parlez-nous un peu de cela, autant que vous pouvez en partager. Oui, ça a été un parcours intéressant. J'écoute beaucoup ce qui se passe en moi. J'ai une forte connexion avec mon intuition et mon instinct pour savoir quelle direction prendre. Je fais souvent partie des premières à adopter de nouvelles choses. Je ne suis pas technologique, mais j'ai été tôt impliquée dans la culture et l'engagement. J'ai beaucoup éduqué en Europe, car c'était déjà très répandu aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc, c'était beaucoup de mes interventions à l'époque. Maintenant, je vois la même chose avec l'intelligence artificielle. Il se passe tellement de choses, tout change tellement vite. Et les personnes qui ont, vous savez, leur travail, qui travaillent dans des entreprises, parce qu'ils sont des dirigeants, des managers, sont dépassées. Elles n'ont pas le temps ni l'énergie d'étudier vraiment toutes ces choses. Travailler avec quelqu'un qui leur fait gagner du temps à ce niveau est vraiment puissant. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me certifier moi-même en intelligence artificielle, parce que si je peux comprendre et aller dans un groupe qui est, vous savez, mes consultants et toutes les personnes avec qui je travaille, nous pouvons cibler davantage. Il y a plus de 40 000 nouvelles startups en intelligence artificielle en ce moment, et c'est impressionnant. Comment savoir avec lesquelles travailler? Concernant les problèmes de santé, cela a été une expérience très profonde, car j'avais déjà traversé beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'outils et je pense que c'est parce que j'avais tous ces outils que j'avais appris pendant mon expérience en prison au cours de la dernière décennie, avec ce que j'enseignais. En abordant les neurosciences, j'ai pu gérer ce problème de santé et cette crise d'une certaine manière parce que j'avais tellement d'outils à ma disposition. Hein. C'était l'une des choses les plus difficiles. Bon, c'est la chose la plus difficile que j'ai traversée sur le plan physique. Mais sur le plan émotionnel, mental et spirituel, j'avais beaucoup d'outils pour y faire face. Et donc, vous savez, je pense, encore une fois, pour revenir à la question de la résilience, nous devons avoir beaucoup de résilience dans nos propres vies individuelles. Et je vais vous dire, sans exception, chaque personne traverse une crise, un traumatisme dans sa vie. Ils n'en parlent peut-être pas, mais le portent en eux et y font face. Ce sont celles qui vont travailler. Et là où nous allons maintenant, c'est que, vous savez, si nous pouvons avoir des leaders qui se soucient de leurs collaborateurs, qui veulent vraiment, vous savez, les aider de toutes les manières possibles, les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je veux dire, le lieu de travail, nous y passons plus d'heures. Et c'est l'endroit où nous pouvons vraiment nous épanouir si nous choisissons que c'est ce que nous voulons faire. Mais il est vraiment important que nous sachions ce qui nous passionne, ce que nous valorisons et que nous trouvions un endroit qui soit en accord avec cela. Nous ressentons ainsi une appartenance à cette tribu qui nous permet de servir et d'être notre meilleure version. Nous pouvons donc prendre de nombreuses directions avec cela. Tu sais, Dinesh, je te laisse décider où tu veux aller maintenant. Non, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses à analyser ici. Alors allons-y étape par étape. Donc, je veux aborder bien sûr le défi de l'intelligence artificielle. Mais avant cela, donc l'une des choses que tu te qualifies toi-même, et j'adore ça, c'est Shift Joybringer. Donc, parle-nous de ça.
Donc cela remonte au moment où je suis rentrée chez moi après mon expérience en prison. J'étais perdue, j'essayais de comprendre ce que je devais faire de ma vie maintenant. Après cette expérience, je savais que je ne pouvais plus revenir au recrutement de cadres. Je dois utiliser tout ce que j'ai appris et le partager. Trouver mon but a été un processus pour moi. J'ai animé des programmes, découvrir votre but pour particuliers et entreprises afin d'identifier votre déclaration de mission. En faisant ce travail, apporter de la joie au monde est devenu ma mission. Et cela s'inscrit dans ce fil rouge qui a toujours traversé ma vie. Tu te souviens quand tu m'as demandé ce que je dirais à la moi de 12 ans? Je vais raconter une petite anecdote ici parce que je trouve ça assez intéressant et que ça s'intègre bien. Et je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire, mais j'avais environ 12 ou 13 ans peut-être et j'étais très timide. Je me souviens avoir été quelque part, vous voyez? Je suis allée aux toilettes et en ressortant, 3 adolescents sont venus vers moi et m'ont dit bonjour. Je n'ai tout simplement pas répondu, j'avais peur. Puis j'ai entendu une fille dire « Oh mon Dieu, quelle idiote !» J'étais choquée, je pensais « Ce n'est pas vrai, je ne savais juste pas dire bonjour. » Je me suis alors promis, dès ce moment, si quelqu'un me dit bonjour, je vais répondre bonjour. Et je vais dire bonjour aux gens, vous voyez, et c'est comme ça. Donc, vous voyez, tout au long de ma vie, j'ai vu ce fil rouge. Vouloir faire sourire les gens, leur donner le sourire, leur faire du bien, d'une manière ou d'une autre, vous voyez. J'ai passé le test Gallup Strength Finders, que je recommande. Mon principal talent est connecteur. J'aime relier les gens. Mon deuxième talent, c'est la positivité. Donc, je suis naturellement programmée pour voir le bon côté des choses, pour regarder ce qu'il y a de positif. Vous voyez? Et ces forces Gallup peuvent être vraiment puissantes. Et elles ont aussi, vous savez, peut-être un côté négatif. Le problème d'être programmé positivement, c'est qu'on devient naïve et ignore le négatif. C'était aussi mon cas. Donc, j'ai appris toutes ces choses. Donc, en gros, je pense que, vous savez, nous avons tellement de choses en nous et chaque personne est tellement riche en tant qu'individu avec nos expériences uniques. Il n'y a personne d'autre sur cette planète qui ait vécu ce que vous avez vécu ou expérimenté. Et donc, nous devons en quelque sorte reconnaître et honorer nos différences, mais comprendre qu'au fond, nous voulons tous les mêmes choses. La plupart d'entre nous, 99,99%, veulent l'amour, l'abondance, la paix, la joie et le bonheur. Que demander de plus? Nous avons tous nos façons de l'exprimer. Nous n'aborderons pas les détails techniques ici. C'est très important parce que, par exemple, ce que tu viens de dire, Francis, maintenant, plongeons-nous dans le travail que tu fais dans le milieu professionnel et tout le coaching que tu fais avec tes 2 entreprises, ainsi qu'avec ta communauté. Donc, l'un des plus grands défis, comme nous venons de le mentionner, par exemple, tu as parlé de positivité et de négativité. Si tu regardes, par exemple, la plupart d'Internet, et c'est en fait une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la plupart des modèles de langage de grande taille apprennent avec le pire de l'humanité. Parce que si tu vas sur les réseaux sociaux, si tu vas sur eh bien, il y a beaucoup d'actualités, mais tu ne perçois pas vraiment de positivité dans le pays. Donc, ce que tu viens de dire est, je dirais, à contre-courant de la plupart des sous-entendus que nous avons dans notre monde actuel. Ironiquement, le monde l'est probablement. Il y avait en fait un chercheur suédois qui a étudié les statistiques à travers le monde. J'ai oublié son nom que je voulais mentionner, mais j'y reviendrai probablement. Qui a mentionné cela? Si l'on regarde l'histoire, nous vivons la meilleure époque malgré les défis actuels. Donc, pour revenir à cette question de positif contre négatif, et puisque vous travaillez avec la main-d'œuvre et des personnes partout dans le monde, donc l'un des défis que j'ai en tant que leader, c'est précisément que je ne parle pas. Probablement qu'une personne doit gérer différentes cultures est l'un des plus grands défis auxquels je fais face. Chaque leader mondial y est confronté, si c'est votre cas. En ce moment, nous avons un paradoxe dans l'économie mondiale parce que nous avons tous ces progrès technologiques. Puis, en même temps, nous avons ces grandes entreprises qui représentent une énorme partie de l'économie mondiale. Et puis, nous avons les petites et moyennes entreprises et les startups, les milliers que vous avez mentionnés. Nous avançons à des rythmes différents, car la plupart des gens ignorent tout de l'intelligence artificielle et de son impact. Tout ce qui se passe dont vous et moi parlons depuis un certain temps, et les autres essaient simplement de s'en sortir et de relever leurs défis. Ensuite, il est question de nuances culturelles. Par exemple, dans mon équipe, certains en Inde pensent très différemment de ceux au Vietnam. Et si je suis
Au Japon, ce sera plus difficile. Avec des personnes en Afrique, ce sera différent. Commençons par cette nuance. Je gérerai le lieu de travail. Et ici, je parle en tant que vous, en tant que professionnel, et bien sûr, en tant que professionnel accompli et coach professionnel, quelle est la chose que vous... Est-ce que je veux vraiment le faire? C'est une question complexe. Je complique souvent, puis j'essaye de simplifier. Il y a la partie humaine, il y a l'aspect culturel, et puis il y a l'aspect technologique, disons-le comme ça. Et c'est trois niveaux, par exemple. Comme tu l'as mentionné, tes défis t'ont rendu beaucoup plus résilient, mais tu as trouvé une façon de gérer ce défi qui était fantastique. Ouais, c'est pour ça que tu t'épanouis. Beaucoup traversent dans des périodes sombres, fuient leurs responsabilités, rejettent la faute sur autrui et vont sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on regarde l'éléphant dans la pièce. Même si je te ressemble un peu sur le plan personnel, non, en fait, je te ressemble beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu. Mais ce que je ressens, c'est qu'en tant que président-directeur général, je m'efforce de faire en sorte que mon équipe parle le même langage. Et ce n'est pas facile en tant que président-directeur général. Je dirais que je suis assez mature à ce sujet. Je vois beaucoup de jeunes startups sans idée claire, affrontant de gros défis. Et puis, nous avons bien sûr de grandes choses à l'échelle mondiale. Par exemple, dans une grande entreprise, il faut adopter sa culture, tandis que dans les startups, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais qu'une startup soit bien ou mal financée, les défis restent. Je souhaite en discuter, bon, c'est complexe, mais le lieu de travail combine tout cela. Même si vos clients sont surtout des multinationales, il y a sûrement de nombreux entrepreneurs et startups. L'économie mondiale est surtout constituée d'entrepreneurs individuels, petites et moyennes entreprises et micro-petites et moyennes entreprises. Oui, donc laissez-moi simplifier cela en disant simplement que sous l'égide de la culture, il y a 4 piliers dont je parle. D'abord, il s'agit de l'engagement et des comportements, c'est-à-dire comment vous souhaitez que les gens se présentent au travail. Je dis toujours que l'engagement est une relation à double sens. Vous pouvez créer un environnement propice à l'engagement et à l'épanouissement, mais chacun doit assumer ses responsabilités. C'est ainsi qu'il se présente. Nos énergies et émotions sont contagieuses, tout dépend de notre présentation. Si vous arrivez en étant en colère à propos de certaines choses, cela va se propager. Si vous arrivez en étant heureux à propos de certaines choses, cela va aussi se propager. Nos émotions sont contagieuses, c'est prouvé. Vous devez donc décider pour vous-même. Comment est-ce que je veux me présenter au travail? Comment puis-je aider les autres? D'accord, donc ça, c'est l'engagement. Le deuxième, c'est le but. Et le but, c'est d'avoir une compréhension plus profonde de pourquoi vous êtes ici. Au niveau organisationnel, les entreprises doivent avoir un objectif. Ça a été un peu édulcoré, je crois que c'était en 2018, environ 180 présidents directeurs généraux d'entreprises mondiales et nationales ont signé pour dire qu'ils allaient devenir plus axés sur le but. Et c'est bien parce qu'au moins, on en parle maintenant. Est-ce qu'ils sont vraiment guidés par un objectif ou pas? Vous savez, seul le temps nous le dira. Je pense que c'est important, car une raison profonde derrière nos actions aide les gens à s'y intéresser et à se connecter. Et vous savez, une partie de cela consiste aussi à connaître les valeurs de pourquoi vous êtes, la façon dont vous êtes en tant qu'organisation, mais aussi que vous êtes connecté en tant qu'individu. Le troisième pilier, c'est la confiance. Comme je l'ai dit, j'ai finalement été attiré par la confiance car c'est essentiel. Et cette confiance va du manager à l'employé, au conseil d'administration, aux fournisseurs, à vos clients. C'est sous tous les angles, surtout pour apprendre la confiance. C'est là qu'on évoque les défis entre cultures. Et oui, absolument, chaque culture est très différente. Voilà pourquoi les neurosciences sont si puissantes. C'est pourquoi j'enseigne la confiance avec passion, car elle dépasse les différences culturelles. Enfin, le dernier pilier, c'est le leadership bienveillant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ajouté pendant les années Covid, parce que j'ai réalisé que si un leader se soucie vraiment des gens et qu'il crée un environnement où ils peuvent s'épanouir, cela fait une énorme différence, car la loyauté envers cette personne est bien plus forte. Vous n'êtes pas prête à dépasser les attentes. C'est ça l'engagement, non? Tout est lié et ces 4 piliers, selon moi, aident vraiment à transformer une organisation. Maintenant, quand on parle d'engagement, revenons un peu là-dessus, parce que lorsque l'intelligence artificielle a commencé à devenir si populaire, c'est un moyen de booster considérablement notre engagement. Il y a une différence entre faire un choix en tant que leader, doit-on licencier ces personnes et les remplacer par l'intelligence artificielle? Certaines entreprises, sans les nommer, ont réalisé après 1 an que c'était une erreur. Notre service client s'effondre. Ramenons ces personnes, n'est-ce pas? Si nous utilisons l'intelligence artificielle pour améliorer l'humain et nos actions, c'est le meilleur des 2 mondes.
Donc, je pense que c'est une distinction vraiment importante que les gens doivent comprendre. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Et en réalité, nos entreprises sont maintenant nos tribus. À l'époque, sans toute cette technologie, nous vivions en petites communautés dispersées. En tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'appartenir. Et ce que je pense avoir été un beau cadeau de toutes ces années de pandémie, c'est que nous avons pu commencer à parler de santé émotionnelle et de bien-être. Tout cela a été étudié. Les gens peuvent donc consulter beaucoup de choses et ressentir un sentiment d'appartenance. Pour les cultures là, qui étaient vraiment saines et florissantes, là, se sont plutôt bien débrouillées pendant ces années-là. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Elle agit comme un miroir et reflète notre image. Si l'environnement est toxique, cela se remarquera et s'amplifiera. Si la culture prend soin des gens et a de grandes valeurs, cela se reflètera davantage et ils réussiront vraiment. Donc, ce que je vois en ce moment, c'est une grande division qui se crée entre les entreprises guidées par une mission, qui se soucient de leurs employés et qui utilisent la technologie de manière à améliorer le lieu de travail, par opposition à celles qui sont peut-être plus toxiques ou qui ne se soucient pas vraiment des gens. Pour eux, ce ne sont que des actifs. Ils peuvent simplement s'en débarrasser et remplacer tout le monde par des robots humanoïdes et tout ce genre de choses. Toi et moi en avons déjà discuté, mais je souhaite en reparler ici, car le sujet m'intéresse. Aurons-nous encore des emplois à l'avenir? Est-ce qu'on va encore avoir ce travail de 9 à 5? Et je ne pense pas. À quoi ça va ressembler? Je ne sais pas encore. Mais je pense qu'avoir des discussions à ce sujet est vraiment important parce que ça nous aide à co-créer qu'est-ce qu'on veut avoir et expérimenter à l'avenir. Laissez-moi vous poser une question car c'est le plus grand défi de notre civilisation, voire de l'humanité. Donc d'un côté, nous construisons un monde qui en fait n'aura pas d'emploi, mais en tant qu'humains, nous avons besoin d'emploi pour survivre et aussi pour prospérer. Sans travail, on n'a ni but ni beaucoup de choses. Donc en tant que coach certifié CIQ, expert en intelligence conversationnelle et conseiller auprès des dirigeants, je me pose une question chaque jour en tant que leader, mais ensuite, je pense que nous devons nous exprimer. C'est ça le défi. Pourquoi créons-nous certains de ces systèmes d'intelligence artificielle si nous détruisons nos emplois? Et je me pose de plus en plus cette question. Et je pense à devenir beaucoup plus vocal parce que je pense que ce que vous faites est complètement désastreux. Nous n'avons pas besoin de toutes ces intelligences artificielles, par exemple. Je fais évoluer mes intelligences artificielles pour qu'elles servent davantage d'assistants personnels et non cette obsession radicale de l'intelligence artificielle générale qui ne résout rien pour personne. Et aussi une obsession pour l'infrastructure dont nous avons besoin en termes d'intelligence artificielle, mais pas de l'infrastructure pour l'infrastructure, surtout la robotique, et ainsi de suite. Donc je pense, avec votre expérience dans ce domaine, que diriez-vous aux dirigeants? Parce qu'en réalité, nous avons tous, et les personnes qui m'écoutent, un pouvoir qu'ils n'utilisent pas, parce que nous devons arrêter certains de ces développements, sinon nos enfants n'auront pas de travail. Soyons réalistes, je n'ai pas envie de le dire, mais je dois. Donc, et en tant que personne qui côtoie des dirigeants tous les jours, comment pouvons-nous exprimer cela? Je pense qu'il faut être plus bruyant ou au moins intelligent dans la façon de le faire. Parce que tout le monde voit un peu l'éléphant dans la pièce, mais tout le monde s'en éloigne. Et c'est juste, d'accord, je vais continuer ma vie, mais bon, les choses finiront par arriver. Et bien sûr, il y a d'autres défis aussi parce que notre humanité est plus complexe. Mais juste sur ce sujet, surtout avec votre parcours en tant que leader de leader et coach de leader. Il y a beaucoup à analyser là-dedans. D'accord, nous sommes humains et devons prendre une décision. Voulons-nous garder notre humanité ou voulons-nous suivre la voie de la fusion entre les humains et la technologie? Et personnellement, je viens d'un système de croyance selon lequel nous sommes, vous savez, des âmes qui vivent cette grande expérience ici. Je ne crois pas que nous ayons besoin de déléguer notre technologie. Je crois que l'intelligence artificielle est en quelque sorte une étape pour nous rappeler toutes ces différentes capacités innées que nous pourrions avoir en nous. En tant qu'êtres humains, nous avons besoin de connexion, d'où l'importance du travail. Cependant, nous sommes dans un système qui est en train de s'effondrer et de brûler en ce moment. L'effondrement de nos anciens systèmes industriels explique le chaos actuel. Donc la question et l'opportunité pour nous, c'est qu'est-ce que nous voulons construire? Et je crois que nous avons ce programme en nous qui dit que nous sommes censés avoir un travail. Nous devons gagner de l'argent pour payer les factures et donner un sens à notre vie. Mais en avons-nous vraiment besoin? Je veux dire, si nous étions capables d'inventer, disons, une technologie là-dehors, et je crois qu'elle existe quelque part, mais avec l'énergie libre, comment cela changerait-il le monde?
Et qu'en est-il, tu sais, de l'intelligence artificielle qui nous libère de toutes les choses qu'on déteste faire? Beaucoup pensent que je veux que l'intelligence artificielle fasse ce que je n'aime pas, comme la vaisselle et la lessive, ce qui les inquiète. Ah, par opposition à, tu sais, créer des images ou écrire des articles ou peu importe ce que c'est, il faut vraiment être très intentionnel sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et la manière souhaitée. L'utiliser d'une manière qui sera bénéfique pour l'humanité. Cela nous ramène à tous ces films de science-fiction comme Star Trek, les Jetsons, etc. C'est comme, ah d'accord, mais est-ce qu'on veut vraiment avoir une vie comme ça? Et si on regarde simplement la vie en ce moment, les gens sont complètement dépassés, surmenés et le stress. Je veux dire, plus de gens meurent de crise cardiaque le lundi matin qu'à n'importe quel autre moment parce qu'ils sont, vous savez, stressés à cause de leur travail. Et dans quelle mesure les emplois que nous faisons y contribuent-ils? Si nous ne sommes pas passionnés ni enthousiastes, quel impact cela a-t-il sur les relations? Je me suis passionnée pour l'engagement après avoir lu une étude, sans doute dans Psychology Today ou similaire. Mais en gros fameux, les parents qui travaillent très dur et qui détestent leur travail rentrent à la maison et ne sont pas les meilleurs parents. Les enfants voient cela, tandis que ceux dont les parents travaillent dur ressentent leur culpabilité parce qu'ils aiment leur travail. Mais vous savez, ils rentrent à la maison et ils se sentent satisfaits ou heureux de ce qu'ils font. Ces enfants s'épanouissent, tandis que ceux dont les parents rentrent malheureux du travail présentent plus de dépression et un taux de suicide plus élevé. C'était vraiment choquant, ce qui m'a rendue si passionnée par l'engagement. Et je pense que, vous savez, nous devons vraiment faire attention à ce que nous voulons développer et à la façon dont nous voulons l'utiliser, et l'utiliser d'une manière qui profite à l'humanité. Si je commence sur ce sujet, je peux parler longtemps. J'ai aussi oublié la question principale. Non, vous avez répondu à la question, vous l'avez fait. J'y ai répondu, d'accord. Comment gère-t-on le regard des autres? Je trouve que la réponse a été excellente. Nous faisons face en montrant l'exemple. Mais il y a bien sûr l'éléphant dans la pièce. Comment faire en sorte que les dirigeants ne construisent pas juste pour le plaisir de construire? Parce que je pense que c'est ce que nous avons. J'étais récemment à un événement et nous parlions uniquement de chiffres. Par exemple, si vous regardez l'économie mondiale, la profondeur de l'économie mondiale est d'environ 340 000 milliards de dollars. L'économie mondiale est d'environ 150 000 milliards de dollars, soit 15 000 milliards. L'économie souterraine représente 125 000 milliards de dollars. Et rien que les 7 plus grandes entreprises du monde, dont la plupart sont dans la tech, valent 12 000 milliards de dollars. Cela signifie donc que l'économie souterraine et ces 7 entreprises ont la même taille. Nous avons donc un grand écart. Et en plus, nous construisons toute cette technologie que 90% de la population mondiale ne comprend pas. Il y a 800 personnes sur ShadowGPT contre 1 à 2 milliards avec les jeux vidéo et la technologie. Et il reste de nombreuses parties inconnues. Même s'ils en savent un peu, ils ignorent ce qui se passe. Donc en venant ici, je voudrais aborder l'étude de cas que vous avez rendue publique, l'étude de cas d'EasyPark qui a impliqué 320 employés dans 15 pays. Et cela s'est passé pendant la pandémie. Donc concrètement, qu'est-ce que cette expérience vous a appris? Tout d'abord, gérer des personnes dans autant de pays différents et un nombre important de personnes, mais aussi comment nous pouvons connecter ces personnes. Parce que lorsque des personnes sont dans différents pays, elles doivent maintenir la productivité, la concurrence, gérer les fuseaux horaires et bien d'autres aspects évoqués. Mais j'aimerais que vous partagiez avec nous tout ce que vous pouvez. Oui, c'était vraiment une expérience fascinante ou un processus fascinant que nous avons mené avec eux. Nous l'avons séparé en deux à cause des différences de fuseaux horaires. Tout le monde n'était pas en formation en même temps. Il y avait 2 groupes distincts. Je gérais aussi les salles de sous-groupes. Fait intéressant, la plupart des entreprises deviennent cloisonnées en grandissant. Et donc, on ne traite qu'avec les personnes de ses propres départements. Et donc, par exemple, le marketing ne parle pas forcément aux développeurs et aux chefs de projet. Et donc, quand nous traversions cela, tout le monde apprenait et évoluait ensemble en découvrant ces outils. Ensuite, nous faisions des groupes de travail et ils allaient avoir de superbes conversations avec des personnes avec qui ils n'auraient normalement pas interagi. Cela a créé des ponts et brisé des silos là-bas. Ils avaient déjà une excellente culture au départ. La présidente directeur générale d'alors tenait à instaurer un environnement où chacun se sentait bien après le travail. Et donc, cela les a vraiment élevés à un niveau supérieur dans la façon dont elles pouvaient créer cela. Et c'était vraiment puissant à voir. Et vous savez, j'adore faire ce genre de formation parce que je connais simplement l'impact que cela a.
Quand on apprend sur les neurosciences, quand on découvre, vous savez, ce genre de choses. Et voilà le truc, vous savez, on parlait tout à l'heure de ce que les leaders doivent faire. En gros, ils doivent investir dans leurs équipes. Et surtout en ce moment, les jeunes qui arrivent sont peut-être les plus éduqués, mais les moins expérimentés, et ils ont besoin de se mettre à niveau. Et vous savez, ils ont soif d'apprendre, ils ont envie d'apprendre. Et donc, quand vous créez un environnement d'apprentissage au sein d'une entreprise, la taille de l'entreprise n'a pas d'importance. Si vous avez cela, les gens évolueront ensemble. Et cela augmente en fait les niveaux de rétention. Et en gros, cela vous aide aussi à augmenter la productivité. Tout cela impacte les résultats financiers, ce que de nombreuses recherches démontrent. Si vous investissez dans vos collaborateurs, si vous investissez dans la création d'une excellente culture, cela a en fait un impact énorme. Un impact positif aussi sur les résultats financiers, car vous favorisez la collaboration. L'une des choses que j'utilise, que je peux partager avec vous ici, dont nous n'avons pas encore parlé, c'est le cadre avec lequel j'ai défini la culture. Il y a 5 clés culturelles et la première est la collaboration. C'est très important. Collaborer entre vous et avec les équipes. C'est se rassembler, travailler ensemble, partager des idées et vraiment être capable de s'élever mutuellement. La deuxième, c'est la créativité, favoriser l'innovation interne. Vos employés ont de bonnes idées, alors sollicitez-les et développez-les. La troisième clé culturelle est la connexion. Comment se connecter plus profondément sur le plan émotionnel? Ce dont nous avons besoin, ce sont des valeurs, un but, mais surtout ce contact humain essentiel. La quatrième clé culturelle est la contribution ou la célébration. Désolé, la célébration. Alors, comment célébrez-vous les choses? C'est reconnaître ce qui fonctionne, apprendre de nos erreurs et avancer. Et enfin, la dernière, c'est la contribution. Et comment rendez-vous quelque chose d'une manière ou d'une autre? Donc, vous reliez l'entreprise à quelque chose qui fait le bien. Et en tant qu'individu, comment contribuez-vous à votre équipe ou comment contribuez-vous à l'organisation? Ces éléments ont rendu la culture tangible et mesurable. Ensuite, on aborde d'autres niveaux de confiance. Mais je pense qu'il est important que vous sachiez encore une fois, comme je l'ai déjà mentionné, qu'en tant qu'individu, nous prenons la responsabilité de nos vies. Vous assumez pleinement la responsabilité de votre vie, tout ce qui s'est passé avant ce moment. Vous vous pardonnez parce que vous étiez jeune, vous étiez stupide, vous avez fait des erreurs, vous vous êtes rendu compte, oh là là, vous savez comment ai-je pu prendre ce genre de décision ou peu importe. Mais vous vous pardonnez et vous avancez. Mais ensuite, vous comprenez, vous prenez ce pouvoir et vous. Je vais être active dans la création de la vie que je veux expérimenter. En l'apportant dans l'organisation en groupe, vous créez un environnement propice à l'épanouissement. Gallup mesure désormais. Êtes-vous épanoui au travail? Et je trouve ça vraiment intéressant qu'ils aient introduit ce mot dans leurs recherches ces dernières années. C'était pendant la période du Covid. Je pense que c'est à ce moment-là que ça a commencé. Qu'est-ce que cela signifie? S'épanouir, c'est devenir la meilleure version de soi-même et atteindre son plein potentiel. Si vous faites cela au travail et créez en tant que leader un environnement où chacun y parvient, cela devient évident. Bien sûr, vous allez avoir une excellente entreprise et une société prospère. J'adore ça. Et c'est très important. Et je m'attends à ce que tout le monde prenne des notes là-dessus et agisse en conséquence parce que c'est facile en théorie avec les pratiques et tout ça. Donc, par souci de temps, il me reste mes 2 dernières questions. Et l'une est importante, l'autre touche surtout votre communauté. En tant que cofondateur de Atteindre l'avantage intelligence artificielle, un sommet mondial en ligne rassemblant des experts en intelligence artificielle et en affaires. Comme tu as mentionné, l'événement encourage l'usage éthique de l'intelligence artificielle et aide les dirigeants à utiliser la technologie pour de meilleurs résultats commerciaux. Nous avons donc attiré des milliers de personnes à travers le monde. Et nous avons en fait construit une communauté de dirigeants axée sur l'intelligence artificielle et les pratiques responsables en matière d'intelligence artificielle. Alors, tout d'abord, parlez-nous de cette initiative. Et ensuite, deuxièmement, quels ont été les retours ou certains domaines auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas de la part des gens? Et puis, troisièmement, parmi tous ces dirigeants, d'un à l'autre, quel serait selon eux leur niveau de préparation à l'intelligence artificielle? Jusqu'à notre plus haut niveau, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, le sommet, atteindre l'avantage de l'intelligence artificielle, nous avons eu le premier en septembre 2025 et l'objectif est de l'organiser 2 fois par an. Et c'est vraiment pour créer un environnement où les leaders qui croient en ces valeurs de l'intelligence artificielle pour le bien commun peuvent se retrouver et qui croient en un environnement d'entreprise où chacun peut s'épanouir et réussir.
Nous nous réunissons car j'ai souvent remarqué que ces leaders se sentent isolés, pensant être seuls à partager ces idées. Et vous savez, cela devient plus connu, mais ce n'est pas la norme. Il faut donc poursuivre dans cette voie. Rassembler toutes nos voix, de votre communauté, de la mienne, et de toutes les communautés partageant les mêmes idées, afin que nous ayons une voix suffisamment forte, une voix collective, pour vraiment avoir un impact sur ces énormes entreprises, comme vous l'avez mentionné, qui, vous savez, dirigent vraiment toute la technologie et l'intelligence artificielle sur tous les fronts en ce moment, et veiller à ce que cela ait du sens pour tous, la planète et l'humanité. En ce qui concerne la préparation des dirigeants, évidemment, cela dépend de la personne à qui vous parlez. Mais en général, je dirais que sur une échelle de 1 à 100, c'est peut-être 30, 40%. Je suis peut-être trop généreuse en disant cela. Comme je l'ai dit, la plupart des entreprises n'en ont pas. La plupart des dirigeants n'ont pas le temps ni l'énergie de faire ça, en plus de ce qu'ils doivent déjà faire. Donc, quand une entreprise peut vraiment s'engager à investir dans ses employés, à investir dans la culture, à investir dans, vous savez, la technologie, je recommande toujours aux entreprises de commencer petit et d'observer ce qui fonctionne. Et puis, laisser les gens faire des erreurs, parce qu'il va forcément se passer des choses, vous savez. Il y a aussi de nombreuses questions éthiques à considérer avec la cybersécurité et la sécurité informatique. Donc, il y a tellement de choses à gérer pour chaque dirigeant en ce moment. Ça leur rend la tâche difficile, vous savez, pour tout suivre. Et la seule chose que je peux dire avec certitude, c'était que ça ne va pas disparaître. Plus vite vous montrez à bord, mieux ce sera. Ou le train, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est un train à grande vitesse qui passe en ce moment, vous savez, et on va tous faire des erreurs. Je parle souvent ici de l'intelligence artificielle et de la technologie comme grands égalisateurs. Parce que peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, nous apprenons tout cela ensemble. Alors, que pouvons-nous faire pour nous soutenir mutuellement et nous entraider? Il y a donc des personnes qui sont bien plus avancées que moi et que toi, Dinesh, et il y a des personnes qui sont bien en retard. Nous devons donc simplement nous donner la main, nous tirer vers le haut, continuer d'avancer, nous entraider à apprendre et à trouver la meilleure façon de faire. Parce que sinon, vous savez, bon, je vais revenir un peu en arrière, nous sommes à un moment de choix en ce moment. Et en fait, j'écris un livre à ce sujet et je vais le faire. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Je le dis parce que je viens tout juste de commencer. Mais il s'appelle Intelligence artificielle, dystopie ou utopie. Et c'est essentiellement le point de choix pour notre humanité en ce moment. Et je me dis simplement, d'accord, il faut qu'on fasse connaître ça aussi vite que possible. Parce que, vous savez, ça va vraiment faire une énorme différence. Je veux que les gens en soient conscients. En tant qu'individus, nous avons ce pouvoir de choisir. Tout comme, vous savez, face aux traumatismes et aux crises que nous traversons, nous pouvons choisir de répondre plutôt que de simplement réagir. Alors, comment faisons-nous cela collectivement à l'échelle mondiale? Comment choisissons-nous de créer un monde qui va réellement nous enthousiasmer? Et vous savez, toute personne qui a des enfants, vous savez, va avoir des petits-enfants. Vous voulez laisser derrière vous un monde qui sera bon pour eux. Donc vraiment, nous devons avoir ces conversations, nous devons poser ces questions, en discuter. Et parfois, et je ne me souviens plus où j'ai écrit ça, mais quelque part, c'était comme, parfois, il faut ralentir pour pouvoir accélérer de nouveau. Et je pense que c'est là où nous en sommes en ce moment. Prenons juste un peu de temps, ayons de bonnes conversations et trouvons quelle est la bonne direction. Quelles valeurs souhaitons-nous transmettre dans toutes nos actions? Merveilleux et très inspirant. Alors, ma dernière question, et elle rejoint ce que vous venez d'aborder, là où vous vous êtes arrêté. Donc, en tant que coach en intelligence artificielle et coach certifié également, leader et président directeur général de VeloChain, ainsi que cofondateur d'Achieving the Intelligence Artificial Advantage, vous avez donc mentionné qu'il faut s'arrêter, réfléchir aux choses, et il y a beaucoup de façons inspirantes de voir cela. Mais il y a clairement un sujet tabou concernant le contenu. Par exemple, vous avez mentionné que 32 000 des 35 000 entreprises travaillent sur l'intelligence artificielle, mais il est évident que la plupart d'entre elles vont disparaître. Bien sûr, pour l'instant, c'est comme ça que nous pouvons voir les choses. La question est donc, parmi tous ces dirigeants avec qui vous avez travaillé, comment éviter cela? La peur de l'intelligence artificielle va-t-elle affaiblir nos liens humains? Comment pouvons-nous aussi nous assurer que l'intelligence artificielle annonce plutôt qu'elle ne remplace notre humanité et notre travail? Et aussi pour les présidents directeurs généraux, je pense que si vous pouviez regarder quels sont les éléments non négociables sur lesquels tout leader doit se concentrer. D'accord, de grandes questions. T-A-N-I-S-H-A. Désolé.
Non, 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 c'est bon. J'adore ce genre de conversation. Donc, tu sais, tout revient toujours à l'individu. En tant qu'individu, nous devons trouver un moyen de prospérer et tu sais, nous devons adopter la technologie, nous devons nous mettre à niveau. On entend souvent en ce moment un dicton très célèbre: tu ne seras pas remplacé par l'intelligence artificielle, mais tu seras remplacé par quelqu'un qui sait travailler avec l'intelligence artificielle. D'accord, très bien. Mets-toi à jour sur ce sujet individuellement. Pour les dirigeants, on revient encore aux bases. C'est comme, et je l'ai déjà dit plusieurs fois maintenant, mais la confiance est tellement importante. Nous devons instaurer la confiance dans nos organisations et la technologie utilisée. Et vous savez, parfois, on se sent dépassé parce qu'on voit les choses trop en grand, trop macro. Il faut ramener cela à votre sphère d'influence de leader. D'accord, c'est votre entreprise, votre famille, votre univers ou ceux avec quoi vous travaillez. Comment instaurer un haut niveau de confiance là-bas? Donc, le premier conseil, ou, vous savez, les choses que je dirais aux leaders de considérer, c'est comment pouvez-vous créer une base solide de confiance? Et puis aussi, vous savez, puisque vous êtes dans un rôle de leadership, comment créez-vous cette culture à laquelle les gens veulent appartenir? Ils veulent faire partie du voyage, avoir une vision claire, un objectif, et embarquer les gens avec vous, tout en rendant cela amusant, n'est-ce pas? Je parle souvent de la joie, car je ne pense pas que nous soyons faits pour vivre misérablement. Nous sommes censés avoir beaucoup de joie et de passion dans tout ce que nous faisons. Et puis, vraiment, vous savez, je reviens à toute l'intelligence artificielle et la technologie, genre, n'attendez pas, lancez-vous maintenant, parce que si vous ne le faites pas, vous serez laissé pour compte. Et ce n'est pas qu'on veuille faire peur aux gens pour ça, c'est juste qu'on doit construire cela d'une manière qui nécessite la participation de tous ceux qui partagent ces valeurs, que vous l'utilisiez parce que vous l'entraînez selon vos valeurs. Et vous savez, plus nous pourrons entraîner les intelligences artificielles à être exposées à des personnes qui pensent de cette façon, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, ce seraient mes 3 points principaux que je recommanderais aussi aux dirigeants. Ils sont très importants. Donc, Karen, ça a été un échange fantastique. Nous avons dépassé 1 heure. Je tiens d'abord à te remercier car tu m'as inspiré de nombreuses façons auxquelles je n'avais sans doute pas pensé. Ta communauté est incroyable. Bravo pour tout ce que tu as accompli. Et puis, bien sûr, sur le plan personnel, je pense que je dois simplement dire respect pour ta résilience, ta persévérance et l'amour que tu montres, mais aussi la joie, sans doute l'aspect le plus inspirant. Et ça me rend beaucoup plus fort parce que je n'ai probablement jamais vécu, même pas 1% de ce niveau de stress. Et je suis très reconnaissant de t'avoir ici avec moi et avec nous. Et pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il faut reconsidérer parce que si tu regardes ton sourire et la façon dont tu as gardé toute cette énergie merveilleuse, cela montre aussi que nous pouvons apporter le meilleur de l'humanité malgré tous les défis. Merci d'être ici. Nous ferons la promotion et d'autres activités avec toi. Je pense que ce sera la première d'une série. Mais Karen, c'est vraiment impressionnant pour moi à bien des niveaux. Cela me fait même réfléchir à mon développement personnel et à mon évolution comme leader, et aussi la façon dont nous apportons cette humanité à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé et de m'avoir invité à être ici et à partager avec votre communauté. Comme je l'ai dit, j'adore ton travail et tout ce que tu fais pour élever l'humanité. Donc, je suis ravie que nos chemins se soient croisés.